Salut bande de gens. Eh bien oui, ça y est, c'est la nouvelle vidéo, on repart sur cette idée de cran plat. Donc la dernière vidéo on avait parlé des plans, et puis bah là on va mettre tout ça en place, parce qu'a priori vous êtes nombreux à vouloir savoir comment ça fonctionne. Alors je vous rassure, c'est très simple, il y a des grandes lignes, on en avait déjà parlé dans la précédente vidéo, là à partir de là on va voir ça en vrai. Alors j'ai préparé un petit peu de matos. Donc ma lame, je vais la prendre en MA5. Le MA5 est un acier qui n'a pas une grande dureté. Hein. On plafonne autour des 55-56 Rockwell. L'intérêt, c'est que ça reste un inox qui se réaffûte relativement facilement avec un bout de fusil. Hein. Et puis l'intérêt surtout de cet acier, c'est un acier qui résiste très bien au milieu salin. Alors donc notre lame en MA5. Notre sort, on va le faire en Z20. Le Z20 c'est pas mal, c'est un acier un inox qui pour certaines lames a une bonne capacité à encaisser les chocs. Z20, Z40, par contre au niveau inoxabilité c'est pas exceptionnel. Donc il arrive des fois que le Z20, le Z40 se pique un petit peu d'orange, cependant ça reste un très bon inox pour faire les ressorts, surtout que notre revenu sur ces ressorts là maximum va atteindre les 250, on n'a pas un four qui monte au-delà des 250, donc on va travailler en prenant en compte justement la dureté qu'on va lui donner à 250 degrés, et ainsi on va se préparer là-dessus. Et puis j'ai repris donc les deux, la lame et le ressort sont en 3 mm. Donc comme ça, j'ai exactement la même épaisseur, je suis pas embêté. Et puis pour créer le corps et le manche, j'ai pris deux plaquettes, pareil, de Z20, en 2 mm d'épais. Alors on peut descendre jusqu'à 1,2, c'est pas mal, voire 1 mm. Quand on prend du 1 mm, moi j'aime bien utiliser des inox martensitiques sur du fin. Alors, je vous rappelle, l'inox austenitique ne colle pas à l'aimant. Donc l'austenitique, c'est celui qui ne prend pas la trempe. S'il ne colle pas à l'aimant, il ne prend pas la trempe. Facile. Donc à partir de là, ça va être du 304L, qui est en général l'inox de vos plans de travail et de vos casseroles, à peu près. Hein. Et puis sinon, on a le 316L, qui lui est appelé acier chirurgical. Donc le 316L va être un peu plus chargé en carbone, en chrome, et donc va être un peu plus facile à nettoyer. Donc il est réservé justement à la chirurgie. Donc à partir de là, nous on va utiliser donc un Z20 qui est donc un martensitique. Lui, si j'approche un aimant, il se colle à l'aimant. Et il colle très bien. Donc martensitique veut dire que si jamais je m'amuse à le tremper, lui va prendre la trempe. Donc déjà à la base, il a une résistance légèrement supérieure quand il est martensitique. Voilà, on a un peu de flexibilité. Donc c'est pas déconnant pour en faire des plaquettes qu'on habillera ou pas avec du bois. Voilà. Donc à partir de là, les plaquettes pour l'instant, je vais les poser à côté. J'ai mon dessin qui est là, mon ressort, je vais le poser à côté. Je vais tout d'abord gérer ma lame. Alors, c'est ma lame qui va me donner tout le reste de la construction. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est la manière débutant. C'est-à-dire que je vais faire chaque opération en fonction de ce que je peux réaliser sans risque à l'heure actuelle. Donc, on va commencer par la lame. Donc, j'ai mis tout à 13 cm. Et puis, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais utiliser ces scotch bleus pour pouvoir dessiner ma lame dessus. Donc, on va prendre un petit bout de scotch. Alors, le scotch pour masquer les peintures est très pratique. Ça nous permet de pouvoir justement apposer notre dessin sur la lame de manière beaucoup plus simple. Alors, ce que je sais, c'est que ma lame, elle a un bout pointu. Donc elle est là-bas, on va essayer de reprendre exactement le même dessin, on va aller chercher loin devant. Voilà, on vient tracer donc notre lame, on va garder dans les 8-9 cm. Au-delà, ça commence à peser un peu dans la poche. Donc, je vais déjà préparer donc la forme de ma lame pour pouvoir après donc l'usiner sans risque. Voilà, et à partir de là, moi je suis pas trop mal. Allez, on va tirer un peu plus droit ici et on reprendra ensuite. Donc là, j'estime que mon émouture va partir ici. Donc là derrière, je vais avoir mon manche qui va apparaître. À les moutures. Donc, pardon, je peux estimer que cette zone-là, sur cet axe-là, il va falloir que je trouve mon point de perçage. Donc pour l'instant, la seule chose que je peux faire, c'est détourer ma pointe, toute ma lame, je vais déjà la mettre en place. Comme ça, la matière qui me reste, eh bien, je pourrais commencer à détailler mon trou de perçage. À l'heure actuelle, je ne devrais pas utiliser un abrasif céramique. Là, je suis sur ma R929 de chez Norton, celle que j'apprécie en grain 40. On est sur de l'inox qui n'a pas la même dureté que l'acier, donc il ne va pas briser le grain de la bande céramique de la même manière que si elle était en zirconium. Cependant, malheureusement, j'ai pas eu le temps d'acheter des bandes en zirconium pour la vidéo, donc on va utiliser une céramique quand même, sachant que ce n'est pas du tout la bonne chose. Allez, on y va. Donc voilà, à ce stade-là, j'avais préparé mon dessin. Et puis, le souci, c'est que si le dessin ne correspond pas exactement à la réalité, il ne faut pas hésiter à retourner votre pièce
pour enfin voir la gueule qu'elle a sans avoir le dessin, sans être pollué par le dessin. Donc à partir de là, je vais reprendre un petit peu cette zone-là qui m'intéresse, et puis comme ça j'aurai la forme réelle qui sera apparue cette fois sur le dessin. Et donc là on se retrouve à la perceuse à colonne. Alors c'est une petite Précis qui date des années 60-70, c'est une vraie curie cette petite perceuse, un bon bâti, enfin bref. Alors malheureusement ces lames-là, on peut difficilement les mettre dans un étau. Une mâchoire mobile, une mâchoire fixe fera que notre lame va toujours pivoter un petit peu. Alors j'ai pas vraiment le temps de créer un montage pour protéger ma lame, pour pas qu'elle bouge. Donc je vais la tenir à la main. Cependant, pour éviter le problème de l'avancer au moment où ça débouche, je vais choisir sur ma plaque en aluminium une zone où il n'y a pas de trou à l'heure actuelle. Au moment où ma mèche va passer au travers, elle va remordre derrière. Dans la foulée, j'aurai pas ce clac de la lame qui risque de partir. Assurez-vous quand vous faites des perçages un petit peu sensibles, vous êtes obligé d'y laisser les doigts. Et là, Dieu sait que c'est très dangereux. Ne mettez pas de gants, ça agrippe le gant, ça vous arrache les mains. Et puis, choisissez une plaque martyre sur laquelle vous pouvez faire traverser votre rivet, c'est votre mèche. C'est le seul moyen de ne pas avoir de choc au départ. Et encore, moi je vous dis ça, je perce à 3 mm. Lorsque je dépasse les 6 mm, à chaque fois je me débrouille pour verrouiller ma lame. Plus la mèche va être grosse, plus la vitesse de coupe va être lente, plus le risque que ça part est important. Donc, jusqu'à 6 mm, moi, et je vous conseille pas réellement de le faire, mais moi, pour limiter la casse, je vais toujours percer sur une plaque sans trou en dessous. On y va? Allez, c'est parti. Alors, juste avant de choper mon trou, je vais essayer de centrer. Voilà, ça y est, c'est-à-dire je lâche ma lame, je descends tout doucement et là ma mèche elle se centre naturellement. Je n'ai plus qu'à verrouiller ma lame et à descendre. Je suis persuadé que cette fois que ma mèche va percer tout droit et pas se mettre de travers. Le perçage de l'axe est un perçage qui nécessite beaucoup d'attention. Il faut absolument, voilà, j'ai traversé, je suis dans l'aluminium et j'ai eu aucun à-coup. Le perçage de l'axe est très important pour pas que votre lame soit de travers une fois que vous avez monté votre couteau. Donc là à partir de là, j'ai quasiment pas de bavette derrière, je suis plutôt pas mal. Et voilà mon trou d'axe. Donc maintenant, j'ai ma lame qui est faite. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais faire mon émouture, mais ça va pas m'aider à avancer dans le travail encore. C'est pas le moment. Donc j'ai mon trou d'axe. Et bien quand j'ai un trou, je vais mettre un truc dedans. Mais ça va pas m'aider plus loin. Maintenant, c'est les plaquettes qu'il faut que je mette en place. Donc, une fois que j'ai mes plaquettes, je vais pouvoir poser ma lame dessus et préparer mon trou de perçage de mes plaquettes. Donc là, on a un petit truc, une petite astuce. C'est qu'en général, pour avoir deux plaquettes identiques, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face. Alors le double face va m'aider, c'est juste une petite béquille qui va m'aider à maintenir mes plaquettes ensemble. Alors faut pas galérer, pour enlever le scotch du double face après, je vais le coller par-dessus mon scotch bleu. Comme ça au moins, je sais que mon scotch bleu me laisse peu de traces de colle et je vais pas être emmerdé. Donc hop là, on enlève tout ça, le double face, ça c'est bien, puis c'est pas bien. Donc à partir de là on est bon, je vais placer mes plaquettes entre elles de manière péremptoire. Non je déconne les gars, mettez-les bien. Voilà, on n'est pas là pour jouer à Camelot. Putain, j'adore cette série. Enfin bref. Donc voilà. Alors à l'heure actuelle, eh bien j'ai un petit peu des bavettes ici, un petit peu des bavettes là, qui vont me gêner lorsque je vais devoir percer. Donc je vais devoir enlever toutes mes bavures, remettre tous mes bords à fleur. Parce qu'à partir de là, je vais commencer à régler mon couteau, à trouver son emplacement, son axe de rotation, sa position fermée et ouverte. Donc voilà, j'ai mes plaquettes qui ont été remis bord à bord. J'aurai pas de surprise au moment où je vais commencer à prendre ma décision de montage. Donc pour me préparer, toujours aussi simple, un petit bout de scotch de protection pour pouvoir noter les indications dessus. Ça nous permet de pas trop avoir à griffer la matière qui est en dessous. Donc ça y est, on est prêt là. Alors tout de suite, je vais m'amuser déjà à me préparer, à poser ma lame à un emplacement, n'importe lequel pour l'instant. Mais vu que je sais que mon émouture va partir de là, que mon trou de perçage est là, que mon manche va être entre les deux, j'ai un petit peu de matière devant, je vais tenter le diable, je vais me garder un petit millimètre au-dessus, je vais marquer mon emplacement de perçage et je vais me poser en position fermée. Alors position fermée, on sait que notre couteau, on le voit sur le dessin, a une très légère courbe. Ça veut dire que notre lame, elle va pas se refermer jusque là, elle va avoir un angle différent. Donc je vais l'anticiper. Je vais poser ma lame en position semi-ouverte. Donc logiquement, on voudrait que ça revienne ici. Et moi, j'ai envie que ça revienne un petit peu comme ça parce que je veux une courbure du manche. Donc à ce stade-là, je vais repérer l'emplacement où j'ai mis mon trou prévu. Je suis pas trop mal. J'ai de la place au-dessus, j'ai de la place derrière, j'ai de la place devant. Je suis plutôt pas mal. Donc si jamais j'ouvre en grand, voilà, ma lame va ressortir, j'ai de la place pour tailler mon manche. Je suis plutôt pas mal. Donc cette zone-là est la zone que je vais pouvoir choisir. Donc pareil, un petit coup de punch et on retourne à la perceuse.
Donc ça y est, mon trou est là, mon autre trou est là. Et ben quand on a des trous, on va mettre quelque chose dedans, donc un rivet. J'ai gardé une face plate, j'ai chanfreiné l'autre extrémité, je me mets dedans, je pose ma lame et là, au miracle, ça tourne, c'est fabuleux, c'est presque une hélice. Ah non, c'est pas des hélices, mince. Alors ce que je vous disais tout à l'heure à propos justement de l'excentrage de l'axe, eh bien on l'a là. C'est-à-dire que là je vois que mon dos est à fleur de mes plaquettes, et si je fais tourner ma lame, eh bien du coup il me reste de la place à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, même si je le mets très linéaire, j'aurai de la place pour mettre mon ressort sans aucun problème. Alors moi la position qui m'intéresse c'est celle-ci. Je vais une courbe sur mon dos, donc à partir de là ce que je vais faire c'est que je vais poser ma lame et je vais tracer ma position ouverte. Fermée, pardon. Donc le couteau en position fermée, voilà. Et puis, eh bien, je vais le mettre aussi en position ouverte. Donc à partir de là, ça va me donner la hauteur de mon manche. Donc à partir de là, on est pas mal. Voilà. Et donc, à partir de là, je peux déjà définir la forme de mon manche. Donc je vais me garder un peu de hauteur derrière. On va dire que, allez, on va partir d'ici. Et puis on va filer tout doucement, en suivant la lame, jusqu'au bout. Voilà. Et là, on va avoir notre ressort qui va venir en position, probablement par ici. Donc pour l'instant, on est dans le probable. Là, j'ai suffisamment de place pour mettre un rivet, 2 rivets, 3 rivets, mais cependant, je n'aurai pas la place de faire mon poncetage. Mince. Alors, je vais être obligé de remodifier cette zone-là pour que mon couteau puisse avoir un petit peu de place ici, pour lorsque le ressort se referme, il ne vienne pas claquer contre. Alors, on va modifier un petit peu, on va lui donner un peu plus de hauteur à ce niveau-là. Voilà. On va s'agrandir un petit peu. Voilà. Et puis, on va commencer à travailler sur l'arrière. Voilà, donc là je suis pas mal, j'ai un bon arrière et du coup ça modifie pas mal de choses. Mais le ressort reste le même, sauf que là j'ai beaucoup plus de place et ma lame va s'arrêter tout juste à l'entrée de mon manche, elle va pas filer au fond. Du coup elle sera beaucoup plus simple à rattraper. À partir de là je peux reprendre mon manche aussi comme ça, en lui donnant une légère triangularité, sympathique, voilà. Ça y est, à partir de là j'ai déjà un ersatz de manche. Je peux l'agrandir un petit peu plus, voilà, pour arriver jusque là. L'important c'est là, ici, là, il faut qu'on soit pareil. Donc là, clac, 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 clac. Et là, j'ai de la place pour faire mon manche, donc tout ça, je peux l'enlever. Ça, c'est une certitude. Cependant, eh ben oui, là, j'ai qu'un point qui me permet de retenir mes plaquettes juste collées par du double face. Donc, il faudrait que j'en mette un deuxième. Si maintenant, mon manche, je suis sûr de le mettre là, eh bien, je suis persuadé maintenant d'avoir au moins la possibilité de faire un trou à l'arrière. Ainsi, j'aurai 2 rivets, et à partir de là, je vais pouvoir détourer complètement mon manche. J'aurai 2 rivets qui me maintiendront mes plaquettes dans le cisaillement. Alors, voilà déjà notre ébauche de couteau. Donc forcément, si on le regarde côté où il n'y a pas le dessin, on a la forme finale de notre objet. Donc on a une très jolie courbe qui reste à travailler encore un petit peu. Reprendre un petit peu le dos, cette zone-là va de toute façon partir. Et là, du coup, eh bien, on a une rotation quasi parfaite. Là, on ressort tout ça, clac. Et du coup, on va avoir cette forme-là à définir. Donc là, il va se refermer tranquillement. On a de la place à l'intérieur. On risque pas de le choper là avec la pulpe du doigt. Maintenant, il va falloir que je crée mon ressort. Alors, effectivement, à ce stade-là, qu'est-ce que je peux fabriquer encore? Alors, je peux toujours faire mon émouture, mais ça va pas faire avancer le schmilblick. Je pourrais enlever de l'arrière, mais je sais pas encore où mon ressort va se placer et de quelle manière je vais faire mon décoché à cet endroit-là. Donc, à partir de là, eh bien, malheureusement, je ne peux faire que mon ressort. Alors, mon ressort, il est ici. Et puis, il va falloir que je le mette en place au milieu de tout ça. Donc, on va perdre. Sur ce phénomène-là, on perd beaucoup de matière, parce que j'ai voulu vous montrer exactement toutes les plaquettes de la même manière. En général, je vais au plus serré, je coupe un tout petit bout, je récupère une demi-chute que j'ai mis précieusement de côté, et qui va, elle, faire le ressort. Mais cette fois, on part sur un gros morceau. Donc à partir de là, il faudrait que je construise mon ressort. Comment je peux faire pour que ce soit le plus simple possible? Eh bien, j'ai collé. Je vais faire la même chose. Ainsi, j'ai profité de ce trou-là, je vais en rajouter 2 autres, pour maintenir justement mon ressort, comme j'ai fait ici, dans sa position. 2 rivets, c'est un peu limite. Moi, j'aime bien en rajouter 3. Je fais partie des rares à les mettre derrière. Il y en a qui peuvent les mettre au milieu. Après, c'est à vous de voir, en fonction de vos envies. Donc, à partir de là, je vais coller mon ressort par-dessus et on va voir le reste.
clac. Le double face, il colle toujours dans les deux sens, c'est un peu pénible. C'est un peu pour ça qu'on l'aime aussi. Alors, je vais le poser en plein milieu là, sur mon scotch bleu, pour pas avoir à m'embêter à reprendre mes traces de colle. Je vais pouvoir préparer mes autres trous de perçage en même temps. On va les poser ici, on est pas mal. Et un autre là. Ça fait un petit peu de place pour que mon couteau vienne avoir un peu de rigidité ici, que mon couteau puisse revenir dedans. Je me mets assez près du bord, ainsi je ne vais pas trop fragiliser mes trous. Allez, on va au perçage. Donc là, je viens de faire mes 3 trous de perçage pour maintenir mon ressort en place. Eh bien, le problème, c'est que j'ai plus la place là, je le vois plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je traverse pour mettre ma lame en position et ainsi calculer tout mon bordel, ou est-ce que j'enlève déjà ma matière? Bonne question. Eh bien, à partir de là, je pense que je vais directement percer ma matière au travers. Comme ça, de l'autre côté, je vais voir exactement où ma lame arrive et ça va me permettre de préparer déjà ma butée avant de mon ressort. Donc, ça y est, j'ai fait mon trou de perçage de l'autre côté. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je vais placer ma lame dedans. Et puis, je sais déjà que mon ressort, la position maximale, elle va être devant mon axe. Donc, je vais enlever ma lame et je sais déjà de source sûre, et je suis certain de mon coup, c'est qu'à partir de là, je peux déjà couper mon ressort à cet endroit-là. Ça, c'est une certitude, parce que mon ressort n'ira jamais plus loin. Je vous rappelle le bras de levier. Vu que là, je vais pouvoir déclencher mon marteau, je vais avoir un bras de levier qui va beaucoup appuyer sur l'arrière et très peu sur l'avant. Donc, j'ai un point d'appui qui va le forcer à descendre et un point d'appui haut qui va faire le blocage, la rétention en position ouverte. Donc à partir de là, je sais que tout ça déjà, je peux le supprimer. Ensuite, si jamais je me positionne en position fermée, je sais qu'il vient jusque là. Donc déjà là, je vais pouvoir déjà enlever au moins tout ça. Ça, c'est une certitude. Donc toute ma lame en position fermée. Ensuite, ma zone frontale ici, je sais qu'elle ne peut pas aller plus loin que mon axe. Et puis derrière, forcément, ma zone là et ma zone là. Donc là, j'ai tout dessiné. Je vais pouvoir là vraiment détourer pour l'instant tout ce que je suis sûr d'enlever sur mon ressort. Donc là, je vais redécoller tout ça. Alors, on va prendre un couteau, parce que ça va bien. Alors ça, c'est un couteau qu'un stagiaire m'a filé. Non, c'est même pas un stagiaire, c'est Ivan à l'époque. Donc il l'a trempé trop chaud, c'est un C130, on voit le petit R là. C'est un couteau qui m'a filé pour que je montre ce que ça fait que quand on trempe trop chaud une lame, on a des petites fractures là-dessus. C'est une aparté, donc je ne ferai pas plus l'apologie. Mais dommage, c'est un beau couteau. Donc voilà, donc là, sur mon ressort, si j'enlève mon scotch, maintenant j'ai mes emplacements maximales, c'est-à-dire je sais exactement où je peux couper. Pour l'instant, au plus large. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais y aller petit bout par petit bout, de manière à pouvoir justement préparer ça et pas me tromper. Voilà, donc j'ai mon trait arrière, j'ai mon trait légèrement sur le dessus, ma partie interne, et là surtout, là, j'ai ma partie interne et ma partie frontale. À partir de là, je vais commencer ici, ensuite je vais enlever tout l'intérieur. Ça, c'est ma position de lame. Logiquement, je devrais arriver un poil plus haut. Je vais pouvoir cette fois tailler mon ressort, je vais vous le faire au noir, vous le verrez mieux. Je vais pouvoir tailler mon ressort comme ceci, pour que ma lame ait de l'allant là-bas. Et à partir de là, je peux revenir, pour cette fois créer mon vrai ressort de 4 mm de haut, pour ensuite faire mon marteau qui va venir appuyer à cet endroit-là. Alors évidemment, là on a le trait, j'étais un peu loin, clac clac. Voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, notre ressort est percé, on va le mettre en position. Alors on a sorti 3 nouveaux rivets. Et d'un, et de 2, et de 3, on le met en place. Oups, le troisième ne va pas tenir. Voilà. On se met en place là, alors. On va bien positionner notre ressort en place, voilà. Donc déjà on voit que malgré tout il y a un léger jeu. Faites attention à ça, vous ne faites pas avoir. Lorsque vous travaillez sur des plaquettes de cette finesse là, eh bien les rivets ont du mal à se tenir très vertical. Donc on anticipe toujours un petit peu, histoire d'être tranquille. Donc là ce qui m'intéresse, c'est la position du poncetage. Cette zone là qui m'intéresse. Il va falloir que je la règle. Donc là à l'heure actuelle, eh bien pour l'instant mon couteau il arrive comme ceci. Donc il va falloir que je détourne un petit peu plus, mais que je me garde un petit peu de longueur au niveau du marteau. Alors le marteau c'est simple, il va falloir qu'il s'appuie, donc là je suis pas mal. Mais il va falloir que je définisse la taille du marteau. Alors la taille du marteau, comment je vais faire? Eh bien pour l'instant, je vais m'arrêter environ ici, ce qui est beaucoup trop long. Mais là, je vais pouvoir enlever déjà un peu de matière pour avoir un peu de place à l'intérieur. À partir de là, je vous montrerai une petite astuce. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Allez, c'est parti. Je vais en même temps reprendre un peu ma hauteur ici. Là, on voit que ça dépasse derrière. Voilà, si je mets tous mes rivets dedans, là je vois qu'effectivement j'ai un peu de hauteur. Je vais en profiter pour tout remettre à zéro, en essayant de descendre mes rivets, voilà, le plus bas possible, pour avoir le moins de jeu possible à ce niveau-là. Hop là. C'est parti. Donc à partir de là, eh bien, je vais pouvoir définir ma hauteur pour l'instant ma longueur de marteau. Alors pour l'instant, ben voilà, là j'ai combien? J'ai 7 mm 5 du bord du trou jusqu'au bord là-bas. Donc là je dois avoir 7 mm 5 et là je devrais avoir aussi 7 mm 5. Ça veut dire qu'à partir de là, là c'est mon marteau qui va prendre cette place là.
Donc je vais tirer tout droit. À partir de là, je vais enlever cette partie-là et je reviendrai régler mon marteau sur tout ça. Alors, petit zoom. Parce que là, du coup, si je pose ma lame à cet endroit-là, je sais à partir de là que quand je vais positionner mon ressort dessus, il va falloir que mon marteau soit à peine plus long que ma lame, spécialement à cet endroit-là. Il faut que quand je bouge ma lame, ça soulève le ressort. On le voit légèrement soulevé là. Si jamais je mets mon marteau un peu trop court, cet angle-là va gripper dedans. Donc il faut que mon marteau soit un peu plus long. Donc à partir de là, j'ai positionné ma lame, j'appuie sur mon marteau. Et on voit qu'ici déjà j'avais fait un petit trait. Donc je vais l'étirer un petit peu plus. On va se mettre jusque là. À partir de là, normalement, j'aurai la taille de mon marteau. Si jamais je replie juste derrière, pour l'instant, et ben voilà, je vais avoir mon marteau qui va s'appuyer juste avant mon tranchant. Cependant, là, j'ai pour habitude toujours de créer un petit casse-goutte pour faciliter l'affûtage. Donc, mon tranchant va arriver juste derrière ce petit trait-là. Donc ça, de là à là, j'ai ma longueur de ressort. À partir de là, eh bien, je vais pouvoir commencer à reprendre mon ressort, toute cette zone-là, jusque là, pour le mettre à 4 mm de haut ici. C'est parti! Donc ça y est, on a déjà détouré notre ressort. Donc je vais mettre, pour faire jouer mon ressort, je vais toujours m'amuser avec un seul rivet que je vais mettre au centre, juste là. Comme ça j'ai un moyen de pivotement. Donc là, si j'appuie sur mon ressort à l'heure actuelle, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien j'ai ma lame qui va très profondément, elle se bloque ici. Donc il va falloir que je la maintienne comme ça. Et si j'exagère un peu l'emplacement de mon ressort, eh bien là on voit que derrière, juste en dessous, là j'ai un vide. Donc voilà, je viens de raccourcir mon ressort, j'appuie sur mon ressort là, j'ai ma lame qui remonte. Et cette fois, si je suis à l'appui, complètement, eh bien ma lame elle peut pas aller plus loin. On voit, elle revient à chaque fois. Donc j'ai mon poncetage, léger petit réglage ici, ça va pas être gênant. À partir de là, il va falloir que je prévoie, voilà, toute cette zone là, il va falloir que je l'arrondisse et ensuite que je travaille ma zone dessus avec mon imposition de ressort. À partir de là, ça c'est la prochaine fois. Donc les gars, voilà, c'est la fin de la deuxième vidéo. À partir de là, vous savez déjà comment régler votre ressort. Tous les réglages se font sur la lame. Donc le plus important, chronologiquement parlant, pour pas vous faire avoir par la suite, commencez toujours par régler le poncetage, cet effet ressort, pour éviter que le tranchant aille péter à l'intérieur. À partir de là, ça va être relativement simple. Je sais, c'est frustrant de pas avoir la suite, hein. Et ouais, mais malheureusement, j'ai pas trop le temps. Donc à partir de là, la prochaine vidéo sortira dans environ une semaine, une vache près, et vous aurez la suite des événements. C'est-à-dire qu'on va régler la partie lame, donc le décoché de la lame pour le logement du marteau en position verte. Et puis on va travailler sur la prétention du ressort. Le ressort, il est toujours plus bas à la base et son travail, il est en permanence d'appuyer verticalement. Si votre ressort n'est pas prétentionné, ça peut pas marcher, votre lame elle va toujours bouger dans le manche. Donc ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Soyez forts et courageux les gars, on se revoit la prochaine fois et ciao!